Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui risque de littéralement redéfinir la façon dont on perçoit nos milieux de vie. Ouais, on va parler de la ville de demain, en fait. Exactement. On a épluché le futur plan d'urbanisme et de mobilité, le fameux PUM 2050 de la ville de Montréal. Le but, c'est de comprendre très exactement où s'en va l'aménagement de nos villes dans les prochaines décennies. C'est un document massif, très technique. Très technique, ouais. Mais pour ancrer tout ça dans le réel, on s'appuie sur une source qui est honnêtement tout à fait fascinante. C'est un rapport de Concertation Montréal, publié en 2022, qui s'intitule « Raconte-moi ta ville ». C'est pas une consultation ordinaire, ça. Non, pas du tout. Et pour couronner le tout, on a pris ces données qui sont très humaines, très qualitatives, et on les a croisées avec les vrais chiffres financiers d'un budget municipal récent. Tu sais, de prime abord, juxtaposer des projections à l'horizon 2050 avec une consultation citoyenne, ça peut sembler habituel, c'est la routine d'urbanisme. Mais la grande singularité de cette démarche, ce qui la rend si pertinente pour quiconque s'intéresse à l'immobilier ou à l'espace public, c'est vraiment l'identité des citoyens qui ont été consultés pour ce rapport. Bon, décortiquons ça. La mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe quand on arrête de concevoir, de dessiner une métropole uniquement pour fluidifier le trafic automobile. Ou pour répondre aux exigences très classiques des promoteurs immobiliers. Voilà. Qu'est-ce qui arrive quand on décide de tout repenser à une hauteur très précise, disons à 1 mètre et 20 mm du sol, ce qui correspond, littéralement, au point de vue des enfants? C'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant de la planification urbaine moderne. On a vraiment tendance à s'obnubiler sur des concepts qui sont extrêmement froids. Oui, très mathématique. Ouais, on parle sans arrêt de densification, de coefficient d'occupation des sols, qui est finalement juste un ratio pour savoir combien de mètres carrés on peut construire sur une parcelle, ou encore de gestion des flux de transport. Mais au milieu de toute cette ingénierie, on oublie une vérité assez élémentaire. L'unité de base de la vie résidentielle. Exactement, ça reste la famille. Et la thèse centrale qui se dégage de ces documents, c'est qu'écouter les enfants de 4 à 12 ans pour concevoir des quartiers, c'est pas du tout une simple opération de relations publiques pour se donner bonne conscience. C'est pas juste mignon, quoi. Pas du tout. C'est en réalité une stratégie économique redoutable. C'est un changement de lunettes qui modifie complètement le paysage. Et si on regarde la méthodologie de ce rapport, on comprend vite pourquoi les données sont si riches. On parle d'une consultation qui a impliqué 111 enfants au total. Tous âgés de 4 à 12 ans, c'est ça? Ouais, 4 à 12 ans. Et ce qui est brillant, c'est que les chercheurs n'ont pas convoqué ces jeunes dans une salle de conférence austère à l'hôtel de ville un mardi soir à 19 h. Ils sont allés directement sur leur terrain de jeu. Sur le terrain. Concrètement, il y a 69 enfants qui ont été interrogés au cœur même de 11 parcs différents et 42 autres ont été rencontrés dans 4 centres de la petite enfance, les fameux CPE. Et ça, ce choix d'aller sur le terrain, ça change absolument toute la nature de la donnée récoltée. Complètement. Parce que quand on organise une consultation publique traditionnelle, le processus crée naturellement un biais énorme. Seules les personnes motivées se déplacent. Voilà. Seules les personnes qui ont le temps, l'énergie et très souvent un intérêt financier direct vont prendre le micro. En allant dans les bacs à sable et dans les garderies, on obtient une parole qui est brute. Un enfant ne va pas s'exprimer de la même manière selon qu'il est assis sur une chaise en plastique dans un bureau municipal ou qu'il a les 2 mains dans la terre de son quartier. Surtout que l'étendue géographique de cette collecte de données est impressionnante. Pour s'assurer de ne pas avoir qu'une seule perspective, disons celle d'un quartier très aisé, les organisateurs ont ratissé extrêmement large. Ils sont allés partout. Oui, les territoires couverts incluent des arrondissements avec des réalités socio-économiques très différentes. On passe du plateau Montréal et de Rosemont, la Petite Patrie, à Ville-Marie, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. C'est très varié. Et ça continue avec La Salle, Montréal-Nord, Ahuntsic, Cartierville, Saint-Laurent, jusqu'à Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. C'est une véritable radiographie de la métropole. Et ce qui ressort de cette radiographie, en fait, c'est la profondeur de la diversité montréalaise. Ces enfants reflètent parfaitement le caractère cosmopolite de la ville. D'ailleurs, le rapport mentionne un détail crucial là-dessus. Lequel? Lors de ces ateliers, les échanges se sont faits dans une multitude de langues. En français, évidemment, mais aussi en anglais, en espagnol, en arabe et en ukrainien. Waouh! Ouais, ça prouve qu'on a affaire à un échantillon véritablement représentatif de la population actuelle et future, et pas une vision homogène ou idéalisée. C'est la réalité démographique pure. Et cette réalité démographique, elle perçoit l'espace public d'une façon très très différente de celle des ingénieurs. Les données de l'étude mettent en lumière ce qu'on pourrait appeler le concept des micro-destinations.
Ah oui, cette partie est passionnante. Pour bien comprendre ça, il faut faire une petite analogie. Pour un adulte, un parc, c'est un espace bien défini sur une carte. C'est entouré de trottoirs avec un zonage spécifique. Avec des règles d'utilisation. Exact. Mais pour un enfant de 6 ans, ces frontières administratives, elles n'existent pas. Pour lui, le parc, c'est littéralement une extension du salon de la maison. C'est juste une autre pièce de son environnement quotidien. C'est une distinction fondamentale qui devrait vraiment faire réfléchir tous les aménageurs. Si le parc est une extension du salon, alors la rue et le trottoir pour s'y rendre, ce sont plus de simples infrastructures de transit pour les voitures. Ils deviennent le couloir de la maison. C'est vrai que, vu comme ça, Imaginons devoir traverser une autoroute ou un espace hyper dangereux juste pour aller du canapé à la cuisine. C'est exactement ce qu'un enfant vit quand son parc de quartier est encerclé par un trafic dense et rapide. Cette notion de micro-destination, ça exige de penser la ville non plus en zone isolée, mais en termes de continuité, de fluidité sécuritaire. L'expérience urbaine, elle commence sur le pas de la porte. et si la rue est un corridor, il faut se demander ce qu'ils veulent trouver au bout de ce corridor. Et là, l'analyse des préférences de jeu qui est contenue dans le rapport, elle réserve des observations très instructives sur la façon dont on occupe l'espace. Absolument. Les animateurs ont noté des différences assez marquées. Par exemple, les filles montraient une propension plus forte pour des espaces de création, comme la peinture, ou des endroits pour s'isoler, comme des cabanes dans les arbres. Mhm. De leur côté, les garçons privilégiaient massivement les infrastructures sportives et particulièrement tout ce qui gravitait autour du ballon de soccer. Et tu sais, on pourrait se dire que c'est une simple observation sociologique. Mais si on connecte ça à la planification urbaine, ça prouve la nécessité absolue de ce qu'on appelle la mixité des usages. Fini les parcs à vocation unique. Exactement. Historiquement, on a beaucoup construit de parcs à vocation unique. On posait un immense terrain de soccer au milieu, quelques balançoires dans un coin, et on considérait le travail terminé. On cochait la case. C'est ça. Or, ces données montrent qu'une telle approche exclut de facto une grande partie des usagers, notamment les filles qui cherchent des expériences différentes. Un espace public moderne et performant, il doit être multifonctionnel. Il doit juxtaposer la dépense physique intense et la création artistique calme dans un seul et même périmètre. Et la vision de la ville idéale qui émerge de ces discussions avec les jeunes, elle est poétique, c'est vrai, mais elle est surtout incroyablement pragmatique. D'abord, il y a une demande omniprésente pour la nature et l'eau. C'est universel chez les enfants. Et attention, ils veulent pas de petits arbres décoratifs intouchables, entourés de petites clôtures. Ils veulent des arbres pensés pour grimper, ils ont une fascination pour les fontaines, les jeux d'eau et la présence d'animaux. Ils veulent pouvoir toucher leur environnement. Ce qui traduit vraiment un besoin fondamental de s'approprier l'espace. Et d'ailleurs, ça se manifeste aussi par un rejet catégorique de la rigidité imposée par les adultes. Ah oui, la fameuse rigidité. Le rapport est sans équivoque là-dessus. Les enfants préfèrent de loin le jeu libre. Ils réclament des structures qui stimulent l'imaginaire, comme des châteaux ou des cachettes. À l'inverse, ils rejettent les fameux modules de jeu préfabriqués. Ceux en plastique coloré qu'on voit partout. Oui, ceux-là même. Pourquoi les municipalités aiment ces modules? Parce qu'ils sont faciles à entretenir et qu'ils limitent les risques de poursuite. Mais les enfants les trouvent trop rigides. Ça impose un mode d'emploi strict, on monte par ici, on glisse par là. Eux, ils veulent de l'aventure, pas une procédure. Et ils rejettent aussi l'esthétique terne, avec une clarté assez désarmante. Il y a une citation dans le rapport qui m'a particulièrement frappée. Pour ces enfants, une ville grise est, et je cite, « une ville triste ». Ils réclament un verdissement massif de leur environnement. C'est fort comme image. Oui, remplacer le béton et l'asphalte par de la végétation, pour eux, c'est pas formulé comme un concept d'ingénierie écologique, c'est formulé comme une question de joie de vivre fondamentale. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment cette réaction très émotionnelle, la tristesse face au béton, ça s'aligne parfaitement avec les plus grands défis climatiques actuels. C'est vrai. Quand un enfant demande de retirer de l'asphalte pour mettre de la pelouse et des grands arbres parce qu'il trouve le gris déprimant, il est en fait en train de dicter la meilleure stratégie possible pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et pour gérer les eaux de pluie. L'instinct de l'enfant rejoint l'urgence climatique. Exactement. Et ils ne s'arrêtent pas à des constats émotionnels. Leurs recommandations sont d'une précision redoutable. Premièrement, ils exigent la sécurisation des parcours. Ils veulent que le trajet entre la maison, l'école et le parc soit apaisé, avec une réduction de la vitesse des voitures et l'ajout d'une signalisation ludique. Ça rejoint l'idée du corridor sécuritaire. Tout à fait. Ensuite, et c'est un point majeur, ils demandent des pistes cyclables strictement séparées des voies automobiles. C'est quand même fou de se dire qu'un enfant de 8 ans arrive, par pur instinct de survie, à la même conclusion que les meilleurs experts mondiaux en sécurité routière.
que la peinture au sol, c'est pas une infrastructure. Exactement. La peinture ne suffit pas, il faut une séparation physique. Pour eux, un vélo ou une trottinette, c'est pas juste de la mobilité active, c'est le symbole absolu de l'autonomie et de la liberté. L'enfant a une conscience très aiguë de sa propre vulnérabilité face à une machine de 2 tonnes. Exiger une séparation physique, ça démontre qu'ils comprennent parfaitement que la cohabitation directe avec la vitesse motorisée est impossible s'ils veulent se déplacer seuls. Ils ont aussi des exigences très pointues sur le mobilier urbain. Ils demandent des bancs et des tables adaptés à leur hauteur, ce qui semble évident, mais qui est si rarement appliqué. C'est le monde pensé pour les géants, sinon. Oui, et ils soulignent l'importance vitale d'avoir des zones d'ombre pour pouvoir se reposer pendant les canicules estivales. Et enfin, ils revendiquent un accès libre et gratuit à la culture et au sport. Ça prend la forme de suggestions très concrètes. Comme quoi, par exemple? Installer des pianos publics, des bibliothèques de rue et surtout aménager des terrains multisports qui soient accessibles spontanément, sans avoir à naviguer dans des systèmes de réservation en ligne complexes. Cette notion de spontanéité, c'est la clé de voûte de la convivialité dans un quartier. Ah oui. Une ville où la moindre partie de basket ou le moindre accès à un espace de création doit être planifié, réservé et codifié des semaines à l'avance, c'est une ville qui perd son dynamisme social. L'espace public doit demeurer le lieu de l'imprévu et de la liberté. Et là, il faut qu'on parle chiffres, parce que c'est ici que tous ces beaux concepts se frottent à la réalité du terrain. On pourrait facilement écarter ces demandes en disant que ce sont de doux rêves d'enfants. Mais comment ces envies de cabanes, d'arbres matures et de pistes cyclables sécurisées se traduisent-elles dans les politiques publiques et dans les budgets? C'est là que ça devient concret. J'ai regardé le bilan financier 2022 de la ville de Montréal, qu'on peut mettre en parallèle avec ce rapport de consultation. Sur un budget d'investissement total de près de 1,9 milliard de dollars pour cette année-là, il y a un montant de 176,3 millions de dollars qui a été injecté spécifiquement dans les parcs, les espaces verts et les terrains de jeu. 176 millions? Oui, on parle de près de 10% du budget total d'investissement consacré à ce qu'on considérait autrefois comme du simple ornement. C'est un changement de cap massif. Ce chiffre de 176 millions,3 est très, très révélateur. Tu sais, historiquement, quand une municipalité devait se serrer la ceinture, le budget des parcs était souvent le premier amputé. C'était le luxe. Exactement. Aujourd'hui, on le traite comme une infrastructure critique, au même titre que les aqueducs ou les routes. Si l'on relie cela à la macroéconomie urbaine, le rendement de cet investissement est exceptionnel. Offrir un environnement sain et stimulant dès la petite enfance, ça permet de réduire à long terme les coûts sociaux de la ville, que ce soit en matière de santé publique, de sédentarité ou même de réussite scolaire. Et l'impact sur le marché immobilier et sur les dynamiques de population est tout aussi direct. Absolument. C'est même le rempart principal contre l'étalement urbain. Comment ça? Quand un quartier devient véritablement marchable et sécuritaire pour un enfant de 6 ans, avec des espaces verts accessibles, c'est l'argument numéro 1 pour convaincre les familles de s'installer ou de rester en ville à long terme. La tendance naturelle des parents, face à un environnement de béton jugé dangereux, c'est de fuir vers les banlieues pour offrir une cour arrière clôturée à leurs enfants. Retenir cette population, c'est vital. Parce que retenir les familles, c'est retenir la main-d'œuvre qualifiée sur le territoire. Et d'un point de vue purement pragmatique, chaque foyer qui décide de ne pas déménager en banlieue, c'est une consolidation directe de l'assiette fiscale de la ville. Les taxes foncières restent dans les coffres municipaux, ce qui permet de réinvestir pour entretenir ces mêmes infrastructures. C'est un cycle de financement qui s'auto-alimente. Ce qui amène le marché immobilier à redéfinir la notion même de valeur ajoutée. On parle de plus en plus du concept de porosité. La porosité, hein? Ouais, il y a quelques années, la valeur d'un développement résidentiel résidait presque exclusivement dans ses aménités privées, des comptoirs en granit, un gym au sous-sol. Aujourd'hui, la valeur dépend de la porosité du bâtiment avec l'espace public environnant. Ah, je comprends. Est-ce que l'immeuble s'ouvre sur un réseau vert sécurisé? Est-ce que l'enfant peut sortir du hall d'entrée et se rendre au parc sans jamais croiser une artère dangereuse? Cette connexion fluide avec un extérieur de qualité est devenue la denrée la plus recherchée sur le marché. Il y a un autre constat qui ressort du rapport de consultation et qui touche à l'aspect social. C'est assez inattendu, mais tellement logique au fond. Il s'agit du sentiment d'appartenance et de son impact sur la dégradation des équipements. Le vandalisme, oui. Les données suggèrent que lorsque les enfants participent activement à définir les plans de leur quartier, ils développent un profond respect pour ce lieu. La conséquence directe de cette implication citoyenne précoce, c'est une diminution des actes de vandalisme à long terme.
C'est du bon sens. On va pas aller vandaliser ou taguer le banc public ou le module qu'on a soi-même contribué à imaginer. C'est toute la philosophie de l'urbanisme participatif qui est validée ici. L'appropriation génère la responsabilité. Mais si on prend un peu de recul, il y a une autre dynamique, une synchronicité brillante qu'il est impossible d'ignorer en analysant ces données. C'est la convergence intergénérationnelle. C'est-à-dire comment? Comment les besoins des enfants rejoignent-ils ceux des autres groupes? Faisons l'exercice. Si on liste les demandes des enfants de 4 à 12 ans de ce rapport, des parcours sécurisés, des temps de traversée plus longs aux intersections, parce que leurs petites jambes marchent moins vite, Des bancs adaptés pour faire des pauses régulières? oui, des zones d'ombre pour pas suffoquer l'été et un accès facile à la nature. Maintenant, si on réalisait exactement la même consultation auprès d'un groupe de personnes âgées, de citoyens de 80 ans, quelles seraient leurs revendications principales? Ce serait exactement la même chose. Au mot près. Ce seraient les mêmes demandes. La sécurité, les bancs, l'ombre, le temps pour traverser et la nature. Les besoins de la petite enfance se superposent parfaitement à ceux des aînés. Ce qui veut dire qu'en aménageant une ville avec le prisme rigoureux d'un enfant de 6 ans, on crée automatiquement et sans coût supplémentaire un milieu de vie résilient, accessible et parfait pour une population vieillissante. Une seule stratégie de design résout les problèmes de deux groupes démographiques. Particulièrement vulnérable, oui. Ce qui nous amène à réaliser que toute cette réflexion est loin d'être anecdotique. En parcourant ces documents, de la consultation Raconte-moi ta ville jusqu'au déploiement de centaines de millions de dollars dans le budget de Montréal, le message est limpide. Concevoir la ville à 1,20 mètres de hauteur, c'est pas un concept naïf ou mignon. C'est au contraire un cahier des charges d'une efficacité redoutable pour les décideurs de demain. C'est littéralement le plan d'affaires pour garantir la vitalité économique d'un secteur. Freiner l'exode vers les banlieues, s'adapter aux extrêmes climatiques et renforcer le tissu social. C'est un renversement complet de perspective. Pendant des décennies, on a pensé la ville autour de l'efficacité de la machine et de la rentabilité au mètre carré. Absolument. Et repenser l'espace autour de l'humain et du lien social garantit, de façon très contre-intuitive, un rendement économique bien plus stable sur le long terme. Et pour clore cette discussion, il y a cette anecdote tirée du rapport qui est bouleversante par sa simplicité et qui résume à elle seule la condition ultime pour assurer le succès d'un projet urbain. C'est la citation d'un des jeunes participants à qui on demandait son souhait le plus cher pour son quartier. Il a répondu qu'il voulait simplement pouvoir, je cite, « courir sans avoir peur ». Waouh! Pouvoir courir sans avoir peur. C'est d'une puissance incroyable. Si l'aménagement d'un quartier parvient à offrir cette garantie de sécurité et de liberté, c'est le signe que l'espace fonctionne pour absolument tout le monde. Cette phrase résonne effectivement très fort. Et elle soulève une pensée provocatrice, tu sais, qui nous invite à regarder bien au-delà de la simple planification des parcs et des trottoirs. Vers quoi, par exemple? Voir des quartiers à travers les yeux de ceux qui ont strictement aucun pouvoir politique ni financier, les enfants de 6 ans, génère les solutions les plus durables, les plus sécuritaires et les plus rentables. Où est-ce qu'on s'arrête? Voilà. Que se passerait-il si on avait l'audace d'appliquer ce même prisme de 1,20 m de hauteur à d'autres infrastructures massives? Imaginons un instant nos politiques énergétiques, la conception de nos hôpitaux ou même le développement de nos réseaux de transports nationaux, pensés d'abord pour l'expérience et la sécurité d'un enfant. Les réponses que cela ferait émerger pourraient bien avoir le potentiel de redéfinir l'ensemble de la société.